En 2024, Drew Pritchard a fait quelque chose qui a provoqué une onde de choc dans le cœur des fans du Royaume-Uni. Il a tout vendu. Le bateau de foire qui était devenu l'icône de ses aventures de récupération, les enseignes de pub vintage, qui étaient accrochées comme des trophées sur d'innombrables murs, et même des pièces inestimables qui se trouvaient autrefois à Buckingham Palace, tout a disparu. Plus de 620 objets ont été mis aux enchères, ce qui a permis de récolter la somme impressionnante de 800 000 $, mais ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de se rendre. Les liaisons, le divorce douloureux, l'interdiction de fréquenter un pub, la fermeture de la boutique, tout cela a culminé à ce moment. Drew Pritchard, le roi incontesté de la récupération britannique, vendait non seulement ses biens, mais aussi une partie de son âme. Ce qui l'a poussé à vendre aux enchères toute une vie de passion et de travail laissera le cœur brisé à tous ceux qui l'admirent. Ce n'était pas une affaire, c'était un adieu. Drew Pritchard est né en février 1970 dans les vieilles rues pavées de Conwy, au nord du pays de Galles, sous les ombres menaçantes de châteaux médiévaux, témoins de siècles de lutte. La vie n'a jamais été facile. Ses parents tenaient un minuscule magasin de quartier qui leur permettait à peine de survivre. Dans les années 1970, la région était en déclin. Les emplois disparaissaient. Les familles se débrouillaient pour trouver le moindre centime afin de rester au chaud en hiver. Drew n'avait que 8 ans lorsqu'il a commencé à voir le monde différemment. Tandis que les autres enfants jouaient à des jeux, il fouillait les marchés aux puces et explorait les décharges, trouvant de la fascination dans ce que les autres jetaient. En 1978, il avait amassé plus de 500 capsules de bouteilles qu'il utilisait comme monnaie d'échange entre ses amis à l'école. Les voisins murmuraient qu'il était bizarre, un garçon étrange, obsédé par les choses oubliées, mais personne ne comprenait le feu qui brûlait en lui. Ce feu avait été allumé par les histoires que son grand-père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, lui avait racontées. Les histoires de trésors cachés, d'artefacts perdus et d'histoires oubliées sont devenues le fil conducteur du jeune Drew. Il commence à se faufiler dans de vieux parcs à ferraille et des bâtiments abandonnés, s'échappant une fois de justesse d'un tas de ferrailles précaires qui a failli l'ensevelir vivant. À l'âge de 12 ans, il avait constitué une collection personnelle de souvenirs de guerre et de vieilles pièces de monnaie d'une valeur de plus de 200 $. Il a commencé à vendre les doubles, jetant discrètement les bases de quelque chose de bien plus grand. Au milieu d'un centre-ville en ruine, Drew plantait les graines d'un futur empire. La vie à la maison n'était pas plus facile. Dans les années 1970, le revenu familial oscillait autour de 50 $ par an, ce qui signifiait pas de luxe, à peine de quoi se chauffer et des sacrifices constants. Son père, auteur d'enseignes, peignait à la feuille d'or de magnifiques enseignes de pub. Drew, qui n'avait que 6 ans, le regardait travailler fasciné par la façon dont les vieux matériaux reprenaient vie. Cette fascination pour la restauration est devenue sa passion, même si peu de gens en connaissaient le prix caché. Le plomb contenu dans les peintures a lentement endommagé la santé de son père, le laissant avec des tremblements en 1980. Drew a vu tout cela et cela l'a profondément façonné. À l'âge de 10 ans, Drew prenait secrètement les outils de son père pour réparer des jouets cassés. Une fois, il s'est électrocuté en réparant une voiture à remontoir des années 1950, ce qui lui a valu des points de suture pour survivre à l'épreuve. Il récupérait de vieux vélos dans les poubelles des voisins et les entreposait dans le jardin jusqu'à ce que sa maison ressemble à un dépotoir. Des plaintes concernant les rats ont suivi, mais Drew ne pouvait pas s'arrêter. À 12 ans, il avait réparé et vendu une 50aine d'objets sur les marchés locaux, gagnant plus de 300 $. Un exploit remarquable pour un garçon si jeune. La méthode de son père qui mêle art et restauration a laissé une marque indélébile. Mais Drew ne comprenait pas encore les dangers des vernis chimiques et des fumées qu'il respirait quotidiennement. En 1982, un désastre survient, une inondation frappe leur minuscule boutique, détruisant un stock d'une valeur de 0 $. Tandis que ses parents désespèrent, Drew se lance dans l'action, récupérant tout ce qu'il peut. Ce moment a révélé l'homme qu'il était destiné à devenir. L'école ne lui apporte guère de réconfort. Drew a commencé à fréquenter l'école East Gall Aberconwy en 1975, mais ses notes étaient catastrophiques.
En 1980, il était dans les 10 derniers pourcents de sa classe. La dyslexie non reconnue à l'époque a conduit les enseignants à le qualifier de paresseux ou de distrait, sans savoir que son esprit était occupé ailleurs. Il a séché plus d'une centaine de cours pour explorer des carrières d'ardoises abandonnées, où il a découvert un bunker caché de la Seconde Guerre mondiale rempli de reliques dangereuses. Craignant d'avoir des ennuis, il l'a signalé de manière anonyme. L'art reste la seule matière dans laquelle Drew excelle. Ses croquis de bâtiments victoriens en ruine sont si impressionnants qu'en 1983, il remporte un prix régional et $50. Pourtant, même ses aventures artistiques sont dangereuses. En 1984, il tombe à travers le plancher pourri d'un moulin abandonné se cassant le bras, mais ne le dit à personne, craignant qu'on lui interdise de nouvelles explorations. À 15 ans, il avait déjà exploré 40 sites abandonnés et collecté des objets d'une valeur d'environ $500. Il a même fabriqué des cartes au trésor et entraîné ses camarades de classe dans des chasses sauvages, ce qui lui a valu une quasi-expulsion, mais lui a permis de cultiver l'esprit curieux et intrépide qui l'a conduit plus tard au statut de millionnaire. À 15 ans, Drew a commencé à travailler à temps partiel dans un garage de restauration de voitures à Llandudno. C'était en 1985 et il gagnait $2 de l'heure passant de longues journées d'été plongées dans l'huile, le métal et les étincelles. Il est passé maître dans la restauration de voitures classiques, notamment de Jaguar des années 1950 et en 1986, il avait aidé à redonner vie à 20 véhicules. Les accidents font partie du quotidien. Un accident de soudure lui a laissé une cicatrice permanente sur la main. À la même époque, il restaure son premier meuble antique, une chaise en chêne des années 1920, qu'il vend pour un bénéfice de $100. Le propriétaire du garage, un ancien pilote de course, raconte des histoires abracadabrantes de contrebande de pièces détachées, ce qui enflamme encore plus l'imagination de Drew. À 16 ans, il avait économisé $800 pour investir dans des outils adéquats. Mais il avait involontairement travaillé avec des pièces volées, et en 1987, la police a fait une descente dans l'atelier saisissant $10 000 de marchandises. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Drew a démissionné et n'a jamais regardé en arrière, même si les compétences qu'il avait acquises allaient façonner son avenir. En 1986, le destin est à nouveau intervenu. En passant au crible 2 tonnes de ferraille dans un chantier local, Drew découvre une lampe à gaz victorienne poussiéreuse, une authentique antiquité des années 1880, fabriquée par William Sugg. Il l'a vendue pour $50 et a utilisé le produit de la vente pour acquérir de meilleurs outils. La même année, il a récupéré 15 autres objets, gagnant environ $400, tout en naviguant dans un chantier contaminé par l'amiante. Drew a admis plus tard qu'il craignait d'avoir mis sa santé en danger, mais il a persisté, aidé par un brocanteur expérimenté qui lui a appris à regarder plus profondément, à chercher des compartiments secrets et peut-être même des pierres précieuses de contrebande. Malgré la désapprobation de ses parents, Drew persévère. Les disputes l'ont amené à vivre dans une camionnette pendant une semaine, mais il n'a jamais faibli. En 1987, il avait conclu 50 affaires accumulant $2 grâce à la restauration d'antiquités. À une époque où le taux de chômage des jeunes au pays de Galles avoisinait les 15%, Drew Pritchard s'était déjà frayé un chemin vers la survie et à terme vers une réussite extraordinaire. En 1988, à l'âge de 18 ans, Drew est officiellement entré dans le monde des antiquités. Il n'est pas allé à l'université et n'a pas suivi de formation sophistiquée. Au lieu de cela, il a rejoint un restaurateur de vitraux en tant qu'apprenti. Le travail a commencé par de petites tâches. Il nettoyait des vases poussiéreux et portait de lourdes portes. Mais lorsqu'un jour une camionnette s'est arrêtée avec les mots « architectural antiques » inscrits dessus, un déclic s'est produit. Il se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un simple travail. C'était un monde caché plein de secrets d'objets rares et d'artisans qualifiés. Au cours des 7 années suivantes, Drew a travaillé sur tous des vitraux aux grandes cheminées des vieilles maisons. Il n'a pas seulement appris à restaurer des objets, il a appris à déceler la valeur là où d'autres voyaient de la camelote. C'est également en 1988 que Drew a effectué son premier achat en solo. Il a trouvé un ensemble de chaises géorgiennes cassées et les a payées $100. Il a passé des semaines à les réparer, à les poncer, à les sculpter et à leur redonner vie. Lorsqu'il les a finalement vendus pour $300, il a prouvé qu'il était sur la bonne voie. Mais cet esprit d'échange a commencé des années plus tôt.
À l'école, à l'âge de 12 ans, il avait l'habitude d'échanger des tickets de dîner contre des bottes. Il écoutait des groupes punk comme The Jam et Madness, réfléchissant aux moyens de transformer de petites victoires en gros coups. C'est ce même raisonnement qui lui a permis d'ouvrir sa première petite salle d'exposition en 1993, soit 5 ans plus tard. En 1990, à 20 ans, Drew a fait quelque chose que la plupart des gens n'auraient pas osé faire. Il a pris sa vieille camionnette à rouler jusqu'en France sans argent ni connaissance de la langue française et est parti à la chasse au trésor. Il s'est rendu sur les marchés de Normandie et a trouvé des lampes et des meubles art déco rares pour moins de 500 $. Il a réussi à tout ramener au pays de Galles, bien que les douaniers aient remis en question sa cargaison. Il n'avait pas de véritable papier, mais son charme lui a permis de s'en sortir. Lorsqu'il a revendu les articles chez lui, il a triplé son argent. Ce voyage lui a ouvert les yeux sur la situation dans son ensemble. Il n'était plus un simple cueilleur local. Il a commencé à acheter dans des pays comme la Norvège et Nantes, construisant ainsi un réseau qui s'étendait à toute l'Europe. Mais toutes les affaires ne sont pas gagnées d'avance. En 1991, alors qu'il avait 21 ans, Drew a perdu 500 $ lorsqu'une cargaison de céramique française est arrivée complètement brisée. Il les avait mal emballées et elles étaient toutes abîmées. C'était comme un coup de poing dans le ventre. À l'époque, cet argent représentait tout pour lui. Pourtant, au lieu d'abandonner, il a pris les morceaux cassés et les a transformés en mosaïques. Il les vendait sur les marchés, transformant le désastre en quelque chose de beau. En 1992, alors qu'il n'avait que 22 ans, Drew avait un petit stand au marché de Conway. Il vendait des meubles du milieu du siècle comme de vieilles tables en teck et des chaises rétro. Il achetait des pièces pour 20 $ et les revendait 3 fois plus cher. Bien qu'il n'ait pas reçu d'éducation formelle, il s'est déjà constitué un cercle local de 50 acheteurs réguliers. Il travaillait toujours à la restauration de vitraux jonglant souvent avec ses 2 taches par temps glacial. Il se levait avant l'aube pour arriver tôt aux foires comme celle de Newark, chassant les trésors avant même que le public n'entre. Cela lui a rappelé l'époque de son enfance où il vendait des pièces de vélo sur le bord de la route pour s'acheter des bonbons. En 1993, alors que Drew Pritchard n'avait que 23 ans, il a ouvert son tout premier magasin d'antiquités à Conway dans le nord du pays de Galles. Il ne disposait que d'un prêt de 2 000 $ de la banque locale et d'un rêve. Il venait de terminer un apprentissage de 7 ans dans la réparation de vitraux et s'est mis à la recherche de vieilles pièces oubliées dans des bâtiments démolis. Il a même pénétré dans une église condamnée de Holyhead pour en extraire des vitraux rares dessinés par William Morris. Il valait des milliers d'euros, mais c'était dangereux. La structure tombait en ruine. À la fin de l'année, il avait réalisé un bénéfice de 5 000 $. Mais ce n'était pas facile. Un rival a tenté de ruiner son prêt en répandant des mensonges selon lesquels Drew ne savait pas ce qu'il faisait. Malgré tout, son magasin connaît d'un grand succès et les gens qui construisent des maisons ou en réparent d'anciennes viennent le voir à la recherche de vraies pièces originales. Sa petite boutique a même contribué à attirer davantage de visiteurs dans la ville. En 1995, Drew a changé sa façon de travailler. Il a commencé à travailler avec des équipes de démolition dans tout le Royaume-Uni. Lorsque de vieux bâtiments étaient sur le point d'être détruits, Drew achetait les pièces de valeur avant qu'elles ne soient perdues à jamais. Une fois, il a vu dans une camionnette des vitraux du XIXe siècle et les a achetés pour 800 $. Ils avaient été conçus par Edward Burne-Jones et valaient 200 $. Il les a revendus rapidement et a doublé son argent. Mais tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Sur un site des ouvriers, on trouvait une bombe vivante datant de la Seconde Guerre mondiale alors qu'ils aidaient Drew à rassembler de vieilles pièces de fer. Cette découverte a interrompu les travaux pendant plusieurs jours et lui a coûté un 0 $ de retard. Pourtant, sa collection ne cesse de s'agrandir. Il a commencé à sauver d'énormes poutres de bois provenant de granges et des radiateurs en fonte d'usines vides. Il sauve désormais plus de 50 tonnes de vieux matériaux chaque année et devient populaire auprès des designers londoniens. En 1997, des voleurs se sont introduits dans sa boutique et ont dérobé pour 1 500 $ d'objets, dont des chandeliers en argent et des pièces en laiton provenant d'un ancien chantier naval de Liverpool. L'effraction s'est produite par une nuit de brouillard. Ils ont utilisé des pieds de biche et ont tout laissé en désordre. Drew avait le cœur brisé. L'assurance n'a payé que 800 $. Il a failli faire faillite. Il s'est avéré que les voleurs étaient des habitants de la région. Et certains des objets ont été retrouvés chez un prêteur sur gage voisin. La police en a retrouvé moins de la moitié. Drew n'a pas pris plus de risques.
Il a acheté de nouveaux systèmes de sécurité pour 2000 $ et a transféré une partie de sa collection dans un lieu de stockage plus sûr. Il a même commencé à acheter des coffres-forts robustes pour les vendre. La même année, les vols dans les magasins d'antiquités ont augmenté de 25% au pays de Galles. Mais Drew a refusé d'abandonner. En 2000, son entreprise s'est considérablement développée. Il gagnait alors 50 000 $ par an. Il avait trouvé un nouvel amour dans la récupération industrielle. Il a récupéré de vieilles lampes dans les usines de Manchester et des pièces de machines dans les chantiers navals d'Écosse. Un jour, il a acheté pour 500 $ un énorme tour à moteur qui pesait 2 tonnes. Après l'avoir réparé, il l'a vendu pour 4 000 $. Cela représente un bénéfice 8 fois supérieur. Une fois, le toit d'un entrepôt a failli lui tomber dessus alors qu'il collectionnait des enseignes anciennes. Il s'est échappé juste à temps et a sauvé 100 enseignes en émail. Sa liste de clients a triplé et des célébrités ont même commencé à lui acheter des produits. Il a désormais 2 assistants et traite plus de 1000 pièces par an. Mais le travail n'était pas toujours légal. Il a été condamné une fois à une amende de 2 $ pour avoir collecté des objets sans permis. Pourtant, les gens ont commencé à l'appeler le génie de la casse. À la fin de la décennie, sa fortune dépasse le $1 million. En 2002, il a eu une chance inouïe. Un grand hôtel londonien l'engage pour fournir des lampes anciennes. Il a trouvé 50 lampes anciennes dans de vieux entrepôts et a réalisé un bénéfice de 10 $ sur cette seule affaire. Cela représenterait plus de 18 $ aujourd'hui. L'un des acheteurs était un acteur célèbre, ce qui a ouvert la porte à d'autres clients haut de gamme. Ces lampes étaient de magnifiques pièces art déco des années 1920 sorties d'un théâtre oublié. Mais Drew est aussi entré dans le monde risqué des fausses antiquités et des marchands véreux. Malgré tout, l'opération lui a permis de tripler ses revenus annuels. Certains concurrents n'étaient pas contents. Des rumeurs ont commencé à circuler sur les personnes qui tentaient de bloquer sa chaîne d'approvisionnement. En 2004, Drew a écrit un article intitulé « Salvaging Industrial Heritage » qui a choqué les gens. Il y explique que de nombreuses machines anciennes de grande valeur sont détruites dans des parcs à ferraille. Il a même sauvé une machine à vapeur des années 1850 d'une valeur de 50 $, juste avant qu'elle ne soit écrasée. L'article a fait la une des journaux nationaux. Les gens ont envahi son magasin. La fréquentation a augmenté de 150% en quelques mois. Certains critiques ont dit qu'il ne faisait que glorifier la camelote, mais cela n'avait pas d'importance. Sa voix a commencé à faire évoluer les lois et 12 sites historiques ont été sauvés grâce à lui. Puis, en 2005, il a fait quelque chose d'encore plus audacieux. Il a commencé à vendre des antiquités sur eBay. À l'époque, eBay regorgeait de contrefaçons. 40% des annonces d'antiquités étaient fausses. Mais Drew a quand même pris le risque. Il a trouvé une magnifique horloge de grand-père du XVIIIe siècle dans un grenier gallois et l'a vendue pour 5 $ à quelqu'un de New York. Il y a eu 22 enchérisseurs et c'est devenu une véritable frénésie. Cette horloge avait été cachée depuis la Seconde Guerre mondiale et comportait des gravures datant de 1760. Juste après la vente, quelqu'un a tenté de pirater son compte, mais il s'en est aperçu à temps. Ses ventes en ligne ont doublé cette année-là. Les revendeurs traditionnels étaient en colère. Certains l'ont même boycotté, mais Drew s'en moquait. Il avait ouvert le monde des antiquités aux gens du monde entier. En 2006, Drew s'est concentré sur un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Les objets du pays de Galles. Les grandes maisons de vente aux enchères comme Sotheby's s'emparaient du marché et Drew ne pouvait pas rivaliser en termes de taille. Il a donc choisi d'être différent. Il a commencé à collectionner des meubles en ardoise et d'autres pièces provenant de vieux bâtiments gallois. Une table de Snowdonia a été vendue pour 3 $. À l'époque, l'ardoise était rare, car les mines avaient fermé et les prix avaient grimpé en flèche. L'intérêt qu'il porte au patrimoine gallois a permis de sauver 15 sites d'anciennes carrières de la transformation en logement. Mais le danger a suivi. Quelqu'un a vandalisé son entrepôt, ce qui lui a coûté 2 $. Plus tard, il a découvert qu'il existait un marché noir vendant de fausses antiquités galloises et la police a récupéré des marchandises d'une valeur de 5 $. Drew ne vendait plus seulement des antiquités. Il protégeait une culture. En 2008, il a restauré une collection de 50 meubles géorgiens pour un grand musée londonien. Cela lui a pris 6 mois. Une chaise datant de 1780 avait un compartiment caché à l'intérieur duquel se trouvaient des lettres de la Révolution américaine d'une valeur de 20 $. L'ensemble du projet lui a rapporté 15 $,
et lui a permis de se faire remarquer par les producteurs de la BBC. Mais tout n'a pas été parfait. L'un des objets était un faux, ce qui a failli ruiner l'ensemble de l'exposition. L'œuvre a tout de même permis de sauver des meubles fragiles qui tombaient en ruine dans les entrepôts. Tout a changé en 2011 lorsque Salvage Hunters a été diffusé pour la première fois sur Quest TV. L'émission est devenue un succès dès sa première soirée. Drew s'est rendu dans les Highlands écossais et a trouvé des urnes de jardin en fonte dans une propriété abandonnée. Il a fait baisser le prix de 1500 à 800 $ et les a vendus pour 2200 $. Pendant le tournage, une tempête a failli ruiner les objets. Mais Drew a réussi et 500 000 personnes ont regardé l'émission. C'était le début de quelque chose d'énorme. En 2012, il a tourné un épisode à l'intérieur d'un vieux pub du pays de Galles qui tombait en ruine. Il a tout acheté pour seulement 2000 $. En fouillant dans le désordre, il a trouvé un lustre oublié des années 1800 d'une valeur de 5,0 $. Il l'a réparé à l'aide de cristaux spéciaux provenant d'une source secrète à Paris et a vendu les objets du pub pour 8,0 $. Le pub était autrefois un repère de contrebandiers. À elle seule, cette histoire a fait grimper l'audience de l'émission de 20%. En 2013, il a commencé à tourner à l'étranger. En Belgique, il a trouvé une lampe de style Tiffany dans un entrepôt poussiéreux et l'a achetée pour 200 $. La lampe était liée à un scandale des années 1920 impliquant un noble belge. Les téléspectateurs ont adoré et le nombre d'adeptes a augmenté de 150 000, mais les risques ont également augmenté. En Allemagne, il a failli avoir des ennuis pour une horloge de 4 500 $. En Hongrie, il a acheté un vase qui s'est avéré faux. Il a perdu 500 $, mais l'émission est devenue un succès mondial. En 2014, Drew et son ami John T ont nettoyé un entrepôt dans le Cambridgeshire. Ils ont trouvé une moto Norton des années 1920 enfouie sous la poussière. Ils l'ont achetée pour 3 000 $ et l'ont vendue pour 15 000 $. Elle avait appartenu à un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Mais il y a eu un rebondissement. Le bâtiment a servi à stocker des armes pendant la Seconde Guerre mondiale et le tournage a été retardé en raison de contrôles de sécurité. Cet épisode a montré à quel point ce travail pouvait être dangereux. En 2015, Salvage Hunters avait atteint 100 épisodes. À York, il a trouvé une sculpture de scarabée noir et a réalisé un bénéfice de 200 $. Sa valeur nette a grimpé à 8 millions de $. Mais sa vie privée en a pris un coup. Il a eu une liaison avec une femme mariée. Cela a conduit à une bagarre dans un pub en janvier 2015 et le mari de la femme a été condamné à une amende de 1121 $. Drew a été banni des pubs locaux. Le scandale n'a pas mis fin à l'émission. Les taux d'écoute ont atteint 1 million de téléspectateurs. En 2016, il a vendu son ancien entrepôt et transféré une partie de son activité dans le Gloucestershire. C'était un grand changement car il avait toujours travaillé depuis le nord du pays de Galles. Ce déménagement a eu lieu alors que son mariage battait de l'aile. Ils ont divorcé en 2017, mais malgré tout, ses ventes ont augmenté. Il a fourni des objets pour une grande restauration et a gagné 15 000 $. En 2023, son entreprise valait 9 millions de $. En 2017, il a fourni des antiquités pour un film d'époque et a gagné 20 000 $. Certains objets provenaient de manoirs norvégiens. C'est également l'année où son mariage a pris fin après plus de 10 ans. Au tribunal, Rebecca a obtenu une part des biens d'une valeur de 5 millions de $, y compris une chapelle qu'ils avaient achetée en 1995 pour seulement 200. Drew a continué à travailler. Il a ouvert un nouveau magasin à Conwy et les touristes et les célébrités ont commencé à venir. Même Marco Pierre White lui a rendu visite. Il a également commencé à travailler sur des idées de livres. En 2018, il a publié un livre sur la restauration des antiquités. Il a vendu 10 000 exemplaires le premier mois et a gagné 50 000 $, ce qui l'a aidé à se remettre d'une vente aux enchères ratée plus tôt où il n'avait gagné que 5 500 $ au lieu de ce qu'il espérait. Parallèlement, il a dû interrompre les travaux de rénovation de sa maison par manque d'argent. Il n'a terminé que 2 étages. Il s'est donc tourné vers la vente en ligne en revenant sur les chantiers de ferraille qu'il aimait quand il était enfant à Conwy. Le livre a permis aux gens de le considérer comme un véritable expert. Et il a ouvert la voie à des séries télévisées comme Salvage Hunter. Les voitures de collection. Drew Pritchard a rencontré Rebecca en 1998. Elle travaillait dans une agence immobilière et un déclic s'est produit entre eux. Tout s'est passé très vite. Ils se sont mariés la même année.
En 1999, leur fils Tom est né. La vie s'accélère. Mais ils ont trouvé la joie de transformer les moments les plus simples en quelque chose de significatif. Ils n'ont pas seulement élevé un enfant, ils l'ont élevé dans un monde d'antiquité. Le petit Tom polissait l'argenterie pendant que ses parents travaillaient. En 2004, alors qu'il n'avait que 5 ans, il pouvait déjà faire la différence entre les faux et les vrais articles. Il ne s'agissait pas seulement d'économiser sur les frais de garde d'enfants, qui s'élevaient à l'époque à environ 500 $ par mois. C'est devenu un moyen de resserrer les liens familiaux. Mais alors que Drew commençait à voyager davantage pour dénicher des antiquités, Rebecca restait à la maison élevant Tom essentiellement seul. C'est à ce moment-là que des tensions discrètes ont commencé à se faire sentir. En 2003, ils ont eu une fille, Grace. À cette époque, ils vivent dans une magnifique chapelle ancienne que Drew a achetée en 1995 pour seulement 10 $. Elle était abandonnée lorsqu'il l'a trouvée, mais il l'a transformée en maison. Il l'a remplie avec des trésors récupérés d'une valeur de 50 $. L'un d'entre eux était les anciennes toilettes de Mick Jagger qu'il a transformées en jardinière. C'était bizarre, mais ça collait. La chambre de Grace était remplie de tissus du 19e siècle. En 2005, les enfants jouaient au milieu de vieux meubles et de trouvailles vintage. Tout cela avait l'air magique à l'extérieur, mais derrière les portes closes, les choses étaient serrées. Lors d'une interview en 2019, Drew a admis qu'en 2004, ils ont failli faire faillite. Les réparations ont coûté plus de 20 000 $ de plus que ce qu'ils avaient prévu, et cela les a presque ruinés. En 2005, Rebecca a officiellement rejoint Drew dans l'entreprise. Elle a quitté un poste important dans le secteur de la mode à Hong Kong, où elle gagnait 80 $ par an. Mais après avoir vendu un vase en 2004 pour un bénéfice de 5 000 $, elle a vu une nouvelle voie s'ouvrir à elle. Ses compétences ont permis à l'entreprise de se développer rapidement. En 2006, les bénéfices avaient augmenté de 30%. Elle pouvait regarder un vieux canapé dire qu'il valait 1 000 $ et il se vendait 3 500 $. Elle leur faisait économiser 10 000 $ par an en effectuant elle-même les restaurations. Mais en 2007, les choses se gâtent. L'évaluation qu'elle a faite d'un objet s'est heurtée à l'instinct de Drew et ils ont perdu 2 $ sur la transaction. Cela a nui à leur confiance. Malgré tout, ils se sont serrés les coudes et ont participé à plus de 100 épisodes de Salvage Hunter en tant qu'équipe soudée. En 2010, ils ont commencé à utiliser les vacances en famille comme voyage d'approvisionnement. En 2009, ils se sont rendus en Italie et ont réalisé un bénéfice surprise de 20 $ grâce à des antiquités qu'ils avaient trouvées cachées dans un grenier. Cela a tout changé. En 2012, lors d'un voyage en France, ils ont trouvé des céramiques d'une valeur de 15 000 $. Même les enfants ont participé. Tom, qui n'a que 13 ans, a déjà marchandé une horloge de 500 $ comme un pro. Il parcourait plus de 5000 miles à travers l'Europe chaque année, mêlant plaisir et travail. Mais en 2013, lors d'un voyage en Espagne, leur camionnette remplie d'antiquités d'une valeur de 8 000 $ a été volée. Ils l'ont récupérée juste à temps. C'était effrayant. Ces voyages étaient passionnants, mais ils ont peu à peu commencé à peser sur leur vie personnelle. En 2015, un événement a tout changé. Drew a entamé une liaison avec Amanda Thomas, qui était mariée à son amie proche Janice Bryn Thomas. Ils se sont rencontrés lors d'événements antiques, cachant leur relation sous le couvert des affaires. Drew était toujours marié à Rebecca, et cela a duré 2 ans. Même après qu'Amanda a essayé d'y mettre fin, Drew a continué à lui envoyer des messages. Puis en 2017, tout est sorti. D'autres femmes ont commencé à envoyer des messages à Amanda, disant qu'elles avaient aussi été avec Drew. Amanda a fini par en parler à son mari. Il avait déjà remarqué le numéro de Drew sur son téléphone trop souvent. Tout cela a explosé alors que la célébrité de Drew était à son apogée. En octobre 2017, la situation a empiré. Janice a confronté Drew dans un pub appelé The Liverpool Arms, dans le nord du pays de Galles. Drew lui avait envoyé un message le traitant de lâche. Ce soir-là, Janice l'a frappé. Des verres se sont brisés, Drew s'est retrouvé par terre et le chaos s'en est suivi. Janice a été condamnée par le tribunal à une amende de 140 $ et s'est vu interdire l'accès à tous les pubs de Conwy. Drew n'a pas porté plainte, mais il a également été banni de 44 pubs en vertu de la règle locale de surveillance des pubs. Sa réputation était en train de s'effondrer. La même année, Drew et Rebecca divorcent. Cela faisait 19 ans. Le tribunal a parlé de différences irréconciliables. Mais tout le monde savait que c'était à cause des affaires. Ils ont tout partagé, y compris une vieille chapelle qu'ils avaient transformée en maison.
Cette propriété valait à elle seule 795 000 $. Rebecca s'est assurée que leurs enfants étaient stables. Drew a déménagé et a recommencé à Bath. En 2018, Drew a finalement admis ses liaisons dans une interview. Il a dit que le stress du travail était devenu trop important et qu'il avait fait de mauvais choix. Mais les gens n'y ont pas vu une excuse. Ils y ont vu un modèle. Après le divorce, il avait emménagé dans une maison de ville géorgienne à Bath d'une valeur de 1,5 million de $. Il voulait reconstruire, mais les choses continuaient à mal tourner. En 2021, les travaux de rénovation de la maison de Bath se heurtent à un mur. Il a découvert des pourritures cachées dans la structure et a dépensé plus de 100 $, de plus que prévu. Le budget était déjà de 200 000 $. Les travaux de plomberie et d'électricité ont coûté à eux seuls 150 000 $. Il a essayé de maintenir le projet en vie, mais cela l'a épuisé. Il n'a terminé que quelques pièces à l'étage. Le reste est resté vide. En 2022, il a fermé son magasin d'antiquités à Conway. Elle était devenue un lieu touristique depuis son ouverture en 2017. Les fans venaient de partout dans l'espoir de le rencontrer. Même des célébrités comme Jamie Oliver lui ont rendu visite. Mais après le scandale du divorce et des liaisons, les choses ont changé. Il a annoncé la fermeture discrètement et a demandé aux gens de ne plus venir. C'était la fin de quelque chose d'important. Puis en 2024, il a vendu aux enchères la majeure partie de sa collection personnelle, plus de 620 pièces. La vente aux enchères a permis de récolter plus de 800 000 $. L'un des objets, un bateau de foire datant de 1930, a été vendu pour 7 000 $. Une autre pièce liée au projet Bluebird de Sir Malcolm Campbell a été vendue pour 17 000 $. Mais pour Drew, ce n'était pas une question d'argent. C'était douloureux. Il a appelé les pièces de vieux amis. Les laisser partir signifiait abandonner une partie de sa vie. En 2023, Drew a quitté Salvage Hunters après plus de 200 épisodes. Il s'est dit épuisé. Il voulait de l'intimité. Il a remercié l'équipe, y compris Rebecca, qui l'avait aidé à construire l'émission depuis le début. Mais il s'est passé trop de choses. Divorce, scandale, procès, honte publique. Il ne peut plus maintenir cette image publique. Il se retire pour se consacrer à de petites restaurations et à la finition de sa maison à Bath. C'était un adieu discret à un chapitre bruyant et désordonné de sa vie.